Dr Lalla Malika Issoufou séjourne à Paris en France depuis jeudi dernier dans le cadre d'une mission de travail et d'amitié. Le chef de l'État du Niger a été reçu vendredi dernier en début d'après-midi à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Plusieurs questions de l'heure et la coopération bilatérale étaient au centre des échanges. Les obsèques de Moussa Harouna, journaliste collaborateur au service langue de Télé Sahel, décédé dans la nuit du vendredi au samedi dernier, ont eu lieu ce dimanche matin à Seberi, localité située à 2 km de Kolo. Ils étaient nombreux, parents, amis et connaissances, à l'accompagner dans sa dernière demeure, dont le chef du village de Seberi et le directeur général de l'ORTN. Gérard Ablaziz et Suleiman Wali pour le point. Après l'hôpital national de Niamey pour la levée du corps de Feu Moussa Harouna, journaliste collaborateur à l'ORTN décédé samedi dernier aux environs de 3 h du matin, le cortège funèbre a mis cap sur Seberi Zarma, village natal du défunt situé à 2 km de Kolo, où est prévu l'enterrement. Au cimetière de cette localité, parents, amis et connaissances du regretté ont effectué massivement le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Parmi cette foule, on notait la présence du chef du village Ibrahim Issoufou et du directeur général de l'ORTN Seydou Ousmane qui ont pris part à la prière mortuaire. Qui a été suivie de l'inhumation. La tristesse se lisait sur les visages de ses anciens collaborateurs de la radio Amfani où il débuta sa carrière journalistique et de ses collègues de l'ORTN et de la radio Kalangou où il servait lorsque la mort l'a surpris. Après le cimetière, la foule s'est rendue dans la grande famille du défunt pour la présentation des condoléances. Pratiquement tout le village y était, car de son vivant, il jouissait de l'estime de la communauté. Moussa Harouna était en effet un passionné du métier de journaliste. Très jeune, il écoutait régulièrement les informations sur la RFI et les relayait aux habitants du village à telle enseigne qu'il fut nommé RFI. Moussa Harouna était également très apprécié partout où il a servi. Harouna Moussa était un collègue exemplaire, si je peux le dire. Je l'ai connu aujourd'hui, cela fait à peu près 15 ans. On était ensemble à la radio Amfani pendant des années. Après, l'ORTN nous a appelés pour le service national, donc nous sommes venus à l'ORTN. Lui et moi, on a commencé presque ensemble. C'était en 2013. J'étais arrivé en août 2013 et lui il est venu juste en décembre 2013, je crois, quelques mois après moi. Et durant tout le temps qu'on a eu à travailler ensemble, Harouna Moussa a été un ami pour moi et un confident. On partageait beaucoup, on s'entraidait beaucoup. Je prenais des conseils à son niveau, de même que lui, s'il a des situations, il prenait des conseils avec moi. Nos familles se connaissent. Harouna Moussa, il était quelqu'un qui riait avec tout le monde. Il plaisantait avec tout le monde, il était en symbiose avec tout le monde. Quelqu'un qui n'avait pas tellement de problèmes, mais on ne peut pas dire que l'être humain n'a pas de problème, mais Harouna Moussa était vraiment un exemple. J'implore Allah le Tout-Puissant qu'il puisse le pardonner, l'accepter dans son paradis éternel. Moussa Harouna, c'est l'ami de tout le monde, c'est le cousin de tout le monde, c'est le parent de tout le monde, un monsieur jovial, un monsieur qui aime son travail,
un monsieur qui fait très bien son travail et un monsieur qui ne se fâche jamais. Je n'ai pas de mots pour le qualifier parce que quand quelqu'un aime son travail, il fait bien son travail, il appuie les autres. Je ne peux dire qu'aux jeunes qui ont eu la chance de travailler avec lui, de suivre ses pas. Et Dieu vient de nous tirer une personne impeccable. On ne peut que lui souhaiter le paradis et également demander à ceux qui restent aussi de se préparer et d'apporter leur contribution pour lui, pour sa famille. Moussa Harouna est décédé à l'âge de 55 ans. Il laisse 3 veuves et 6 orphelins. Il faut noter qu'à plusieurs reprises, la Fatiha a été dite pour le repos éternel de l'âme du disparu. Que son âme repose en paix, Amin. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques est depuis peu dans la région de Zender en visite de travail pour s'enquérir des conditions de travail des agents relevant de son département ministériel. Ce matin, il était dans quelques structures. Kassoum Moutari et Loli Ouseni pour le point. Il faut rappeler que cette mission du ministre des Enseignements professionnels et techniques à l'intérieur du pays s'inscrit entre autres dans le cadre de prise de contact avec les agents de terrain relevant de son département ministériel. Il s'agissait également pour le ministre Abdou Mato de constater de visu l'effectivité de dispositifs de formation professionnelle mis en place, mais aussi et surtout s'enquérir de conditions de travail des agents en cette période de la pandémie de Covid-19, notamment les mesures préventives prises à tous les niveaux. C'est ainsi que le ministre Abdou Mato, qu'accompagne le secrétaire général de la région, Harouma Man, ainsi que de plusieurs cadres techniques, centraux et régionaux de son département ministériel, a visité successivement la direction régionale des enseignements professionnels et techniques, le lycée professionnel de l'amitié Niger-Algérie, communément appelé LP-ANA, le centre de formation professionnelle et technique CFPT, le lycée professionnel de Zander et le collège d'enseignement technique CET de Zander. Ce centre est un véritable joyau construit et équipé par la GIZ allemande à travers le projet, a laissé entendre le directeur de l'établissement Soul Saleh. Le ministre a saisi cette opportunité pour saluer de vive voix cette coopération exemplaire entre nos deux pays. Toujours ce matin, le ministre Abdou Mato s'est rendu dans le village de Babbantabki, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Zander, pour visiter le centre de formation au métier CFM 5 et le CET Zander 5. De retour à Zander, le ministre des Enseignements professionnels et techniques a visité le CFM Zander 2 en chantier, où les travaux confiés à l'entreprise Rabu Dangara avancent normalement à la grande satisfaction de tous les acteurs de l'éducation. Le ministre Abdou Mato, à l'issue de toutes ces visites. Au cours de ces visites, vraiment nous pouvons retenir que donc notre objectif a été atteint. Puisque l'objet en fait de notre mission, c'est de voir en fait l'effectivité donc du dispositif de formation professionnelle qui a été mis en place donc, depuis belle lurette, et aussi de voir les conditions de travail étaient acceptables, et surtout en cette période de pandémie de la Covid-19, donc presque toutes les mesures édictées par le gouvernement donc, sont en train d'être respectées. Donc on peut noter un centre qui a été financé donc entièrement par la GIZ et équipé également par la même institution. Et un autre chantier financé par le Fonds commun du secteur de l'éducation, donc qui est le CFM. Vraiment, nous tenons à remercier tous ces partenaires pour les appuis inestimables qu'ils ne cessent d'apporter à notre pays. Il est à noter que partout où il s'est rendu, le ministre a reçu un accueil chaleureux de la part des responsables, agents, encadreurs et apprenants de ces établissements professionnels. Occasion saisie par le ministre Abdou Mato pour échanger directement avec ces agents avant de leur présenter les salutations fraternelles des autorités de la 7e République, au premier chef, le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, ainsi que celle du premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini. Il a également, partout où il est passé, tenu à attirer l'attention des populations sur les mesures préventives édictées par le gouvernement dans le cadre de la prévention de Covid-19.
Une autre mission, elle, de sensibilisation des forces de défense et de sécurité des postes frontaliers sur la libre circulation des personnes et des biens, séjourne à Maradi, conduite par Mme Aliou Aïssata, coordonnatrice à la cellule technique locale. Cette mission a sillonné les postes frontaliers de Gidankane, de Gazawa, de Farou et de Madarumfa. Elle était accompagnée dans ce déplacement par les autorités administratives, civiles et militaires. Abdou Fataou, Moussa Issoufou Suleiman pour le point. Initié depuis 2005 par le Niger et le Nigeria en vue de fluidifier la libre circulation des personnes et de leurs biens dans le corridor Kano-Katsina-Maradi, autrement dit K2M, serait un modèle pour la CEDEAO et l'inspiration pour la création de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Ce modèle à partir duquel a vu la création de ZKG à Zender et TSK à Tawa est salutaire. À cet effet, cette mission de sensibilisation a d'abord mis le cap sur le poste frontalier de Gidankane, commune rurale de Gangara, département de Gazawa. À ce niveau, la mission a échangé et sensibilisé les forces de défense et de sécurité et ceux du Nigeria, dont les relations de coopération s'avèrent excellentes sur la libre circulation des personnes et des biens. Prenant la parole, le secrétaire général du gouvernorat de Maradi a brièvement rappelé l'objectif de la mission avant de donner la parole aux autres membres de la mission qui se sont exprimés tour à tour. Au cours de cet échange, la mission s'est imprégnée des conditions de travail des FDS afin d'y remédier aux différents problèmes qu'ils rencontrent à travers les questionnaires qui leur ont été remis. Ils sont également informés et sensibilisés sur les nouvelles mesures de libre circulation des biens prévues par la loi des finances. Après Gidankane, la mission a mis le cap sur Farou, commune de Dain-Issa, département de Madarumfa, où elle a poursuivi ses activités de sensibilisation sur la libre circulation des personnes et des biens et aussi d'attirer l'attention des FDS de redoubler plus de vigilance compte tenu du climat sécuritaire tendu qui prévaut au niveau de cette frontière. Les tests des ZLECAf aussi sont rentrés en vigueur. La libre circulation des biens, ça c'est au niveau africain. Les gens sont en train d'aller vers un marché commun. Cela voudrait dire que vous devrez vous conformer par rapport à cette nouvelle exigence. Aujourd'hui, les réalités au niveau de la sous-région sont extrêmement difficiles en ce qui concerne les aspects sécuritaires. C'est en cela j'appelle chacun d'entre vous à renforcer le niveau de vigilance. Émerveillée et satisfaite, la coordonnatrice de la cellule technique locale remercie le programme de développement familial PRODAF pour son financement avant de revenir sur les principaux points de la mission. K2M, les cellules ont été créées, elles ont pour mission d'instaurer un dialogue permanent et constructif et d'instaurer des plaidoyers autour des thématiques en lien avec la promotion des échanges transfrontaliers. À noter qu'en marge de cette mission, ses membres ont visité les travaux de réaménagement du poste frontalier de Farou, financé par l'OIM, regroupant ainsi les forces de défense et de sécurité, tous bords confondus. Parlons aspect juridique dans ce journal, notamment les questions liées à l'environnement. Dans une émission « Droits et devoirs des citoyens » présentée par Eminel Mahamadou, le juriste Mena Karte Boukar explique la responsabilité des citoyens face à la préservation de l'environnement. Le devoir de contribuer à la sauvegarde et à l'amélioration de l'environnement dans lequel il vit. Ah oui. En principe, on n'a même pas besoin de nous dire ça. On n'a pas besoin d'intimer aux citoyens que tu dois contribuer à l'amélioration de l'environnement dans lequel tu vis. Même celui dans lequel tu ne vis pas, tu es tenu d'apporter. L'environnement dans lequel nous vivons, c'est quoi? C'est notre quartier. C'est notre ville, c'est notre rue, c'est la devanture de notre maison, c'est notre champ. Donc on doit balayer, on doit nettoyer, on doit désinfecter, on doit automatiquement, ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe. Ça doit être un réflexe. Il y a des villes africaines où le balayage de rue, la salubrité publique est organisée tous les dimanches avec toutes les autorités publiques. C'est le cas par exemple du Rwanda, où même le chef de l'État vient, il prend un balai, il contribue à l'amélioration de l'environnement dans lequel vivent les habitants de Kigali. Vous voyez? Donc l'environnement dans lequel on vit, c'est quoi? C'est ma maison, c'est ma rue, c'est mon quartier, c'est ma ville de Niamey. Donc je dois m'abstenir de jeter par exemple des ordures dans la rue, n'importe comment, on est en train de rouler souvent, on jette dans la rue comme ça. Certains boivent de l'eau et jettent le sachet sur le goudron.
Pour dire que non, c'est l'État est dans la mairie, alors qu'ils doivent aussi contribuer. Ce n'est pas seulement une affaire de la mairie. L'environnement de la ville de Niamey n'est pas seulement une affaire de la ville de Niamey, c'est une action citoyenne. Si chacun s'approprie ces dispositions-là, la ville de Niamey n'aura pas de travail à faire. Effectivement. Donc, chacun doit contribuer. Chacun doit faire tout pour que l'environnement ne soit pas pollué. On doit balayer les maisons, on ne doit pas jeter les autres. Même dans votre voiture, il faut avoir une petite poubelle. Dans votre maison, il faut avoir une petite poubelle. Dans votre service, dans les rues, les pouvoirs publics doivent installer des poubelles et les citoyens doivent aller au niveau de ce poubelle avant de jeter leur petit mégot de cigarette ou bien leur je ne sais pas, le sachet de leur bonbon ou de leur chewing-gum. Suite de cette édition avec les examens virologiques de ce jour, 17 janvier 2021, qui se présentent comme suit. 24 cas positifs, dont 7 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 17 alertes sur 285 tests réalisés à la Covid-19, dont 12 de sexe féminin, 12 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 6 au niveau de la région de Niamey, 6 au niveau de la région de Tawa, 1 au niveau de la région de Tillabéri, 3 au niveau de la région d'Agadez, 2 au niveau de la région de Zender, 6 au niveau de la région de Dosso, 2 décès enregistrés, 1 au niveau de la région de Dosso et 1 au niveau de la région de Tawa. À ce jour, sur 69 284 personnes testées, 4 156 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 3 044 guéris, 140 décès, 972 cas actifs, 103 en hospitalisation, dont 5 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire, avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port de masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Le secrétaire général de la préfecture de Bouza, région de Tawa, a présidé ce matin la cérémonie de réception d'une ambulance et tricycle destinée aux évacuations sanitaires, couplée à l'inauguration de la case de santé transformée en centre de santé intégré CSI au profit des habitants du village d'Assoujé. James Didier et Léo Lissini nous en dit plus. Organisé en diaspora, les ressortissants du village d'Assoujé, situé dans la commune d'Al-Kaï, département de Bouza, ne cessent de multiplier des actions et réalisations en matière d'infrastructures sanitaires, éducatives, hydrauliques, mais aussi et bien d'autres donations au profit de leur village soumis aux aléas de la nature en raison de la nature cailleuse du milieu. Peuplé de 9 549 habitants, le village d'Assoujé manifeste sa joie en ce samedi 16 janvier 2021 à l'occasion de la réception d'une ambulance et d'un tricycle destinés aux évacuations sanitaires, mais également à l'inauguration de la réhabilitation de la case de santé transformée en centre de santé intégré à l'initiative de la diaspora qui a bien voulu, par ses actes, soulager la souffrance de leur population. C'est le secrétaire général de la préfecture de Bouza qui a présidé cette cérémonie au cours de laquelle il a, au nom de plus haute autorité, remercié cette solidarité de la diaspora qui vise à accompagner l'État en matière de l'amélioration des conditions de vie de la population rurale. Plusieurs autres interventions ont marqué également cette cérémonie, tous exprimé leur satisfaction et le témoignage à l'endroit de la diaspora d'Assoujé. Cette ambulance vient à point nommé parce que le CSI de Assoujé est situé dans une zone un peu chaotique, surtout la route est mauvaise. Et le CSI est situé à une distance de 45 km de Bouza. Et des fois, il faut prendre une ambulance de Bouza, venir ici prendre des urgences. Et quand c'est des saignements ou des urgences, on a des complications. La diaspora que je trouve ici à Assoujé, c'est une diaspora organisée. Vraiment, elle a eu à réaliser beaucoup de réalisations. Donc, il y a les logements, des logements donc pour les agents de santé. Ils ont construit même le CSI, un magasin de stock de vivres, donc un puits. Et ils ont encore fait un logement pour les chefs CSI. Du côté des bénéficiaires, c'est un véritable ouvre de soulagement. Fini le calvaire d'évacuation
des patients. Nous remercions très sincèrement tous ces généreux donateurs, nos frères qui sont à l'étranger et qui ont pensé à nous par l'achat de cette ambulance et de ce tricycle. Que Dieu les bénisse. En guise de reconnaissance, les autorités administratives ont remis des témoins de satisfaction à l'endroit des généreux donateurs pour cet accompagnement à l'endroit de l'État. Toujours dans le village d'Assougé, la diaspora a réalisé d'importantes infrastructures dans le domaine de l'éducation et de l'hydraulique. James Didier et Laure Lisseni reviennent sur ces réalisations dans ce reportage. Situé à 45 km du chef-lieu du département de Bouza, dans une zone difficile d'accès à raison de l'impraticabilité de la route liée au milieu hostile à la nature, le village d'Assougé, situé dans la commune rurale d'Alakaï, est entretenu par ses ressortissants réunis en diaspora qui investissent d'importants moyens financiers pour réaliser d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires pour améliorer les conditions de vie de la population, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est pourquoi la diaspora du village d'Assougé a réalisé 9 classes, dont 4 en matière définitive et 5 en semi-dur, réparties dans presque tous les quartiers du village pour motiver et encourager la population à inscrire les enfants à l'école. En somme, la diaspora du village d'Assougé a mobilisé plus de 300 millions de francs CFA pour améliorer les cadres et les conditions de vie de la population d'Assougé. On va continuer de faire pour qu'on va aider notre population, pour qu'ils gagnent l'école et puis l'eau. Inch'Allah, ça on a continué de faire, Inch'Allah, on va faire encore. Grâce à les diasporas, vous avez vu ce qu'on avait fait. On avait construit un CSI, on avait fait des logements, on avait fait le mur. C'est-à-dire qu'on avait fait beaucoup de choses pour la population. On avait fait de 9 écoles. Les 9 écoles qu'on avait fait, on avait fait 4 dans les quartiers. On avait 5 classes dans les écoles centres. La diaspora fait beaucoup de choses au profit du village d'Assougé, et c'est là dans tous les domaines. Nous visons tout simplement à améliorer les conditions de vie de nos populations. Cette solidarité qui anime la diaspora du village d'Assougé traduit la détermination et l'engagement à lutter contre la pauvreté dans leur village. Retour à Niamey, aux alentours du fleuve Niger, les riverains pratiquent plusieurs activités économiques, une activité qui leur permet d'être autonomes financièrement. Nos reporters Hawa Mamoudou et Hamidou Abdoulaye sont allés à leur rencontre. Suivez plutôt. Le fleuve Niger, trait d'union entre 2 quartiers stratégiques de la capitale. Vue magnifique sur ce cours d'eau majestueux, perturbé à certains endroits par la jacinthe d'eau et l'ensablement. Mais la vie suit son cours normal au bord du fleuve Niger, avec des activités ancrées dans les habitudes des riverains. Depuis plus de 3 décennies, Maman et Lavandi, si vous préférez, blanchisseurs au bord du fleuve. Ça en 83 zibi kusi na isa gine fallan bankare faraste ay gadu al barka gumo arnay ga ngay ga bankare ga yundo jer ar wata fay gadu zambar ku wata fay gadu zambar way da zamata ko ne gine de. En dehors des blanchisseurs, nous retrouvons les traditionnels maraîchers. Ils ont fait des berges, la source principale de leurs revenus. Je suis là depuis 92. Moi, je fais le jardinage. Je faisais aussi l'irrigation de riz. Et quand ça marche, je pense que tout le monde est satisfait parce qu'avec la planche, on peut avoir 6 000 à 7 000. Et quand ça ne marche pas, ça retombe à 750. Bon, par an, on peut un jardinier qui travaille bien, il peut gagner par an au moins 600 à 700 000. Piroguiers, pêcheurs, transporteurs des courges, autant d'initiatives, surtout d'activités génératrices de revenus par les riverains du fleuve Niger. Tunda in ba kawo tuwon gaba sai mun ta baya abin ga har rompa mu sai tu hagini dala goma muke sai so gaye ne muna samu zika 10 ana samu 3,000 borfo ga kan da jama'a ga dai kadam da mu boraite hinan da cer yokul miliyo fo da 1000 zangu. Les récents débordements du fleuve consécutifs aux inondations, le sida vert ou jacinthe d'eau
et de voir l'insécurité menace ses activités professionnelles. D'un reportage à un autre, allons à la découverte de cet arbre appelé arbre pharmacien pour ses multiples vertus. Le baobab, dont les feuilles, les fruits, l'écorce et les graines sont tous bénéfiques à l'organisme. Reportage. Cet arbre à croissance lente et doté d'une longévité exceptionnelle jusqu'à 2001 est appelé arbre pharmacien, le baobab. Ses différentes parties, racines, écorces, feuilles, pulpes et graines renferment toutes presque les mêmes vertus. Des vertus incommensurables selon les experts de la santé. Les vertus sont essentiellement liées à la présence des vitamines. Et il faut savoir que ce soit le pain de singe, que ce soit les feuilles, ce sont des aliments qui sont très riches en vitamine A. Vous avez également la vitamine C. Vous avez d'autres éléments minéraux qu'on va retrouver, ce qu'on appelle les sels minéraux qu'on va retrouver au niveau du baobab. Et ça tient essentiellement à la présence du magnésium, également du phosphore et le potassium. Maintenant, quand on prend le cas du potassium, on a beaucoup plus de potassium au niveau du baobab que par exemple dans certains aliments de référence comme la banane. Donc, et le rôle du potassium, notamment dans la prévention des maladies cardiovasculaires, est reconnu parce qu'on sait que la tension artérielle elle est haute lorsque vous avez beaucoup de sodium et plus basse lorsque vous avez du potassium. Maintenant, en plus des éléments minéraux, des vitamines, on a également des fibres alimentaires surtout au niveau de la partie graines et la partie fruits et la partie feuilles. Pour toutes ces vertus, le baobab est un allié de taille pour l'organisme. L'écorce est utilisée très souvent dans le traitement du hockey. Oui, c'est très efficace. Certaines personnes l'utilisent pour traiter les hémorroïdes. Les racines rentrent dans une composition pour traiter tout ce qui est vraiment maladie du sang. Le baobab est très utile pour lutter contre la malnutrition et rentre dans la composition de beaucoup de médicaments fabriqués dans la sous-région. Les personnes qui souffrent de l'asthme, c'est très efficace en utilisant les jeunes pousses. Les parties graines et feuilles, ça permet de réguler le transit